Bonjour, ici Jonathan Riendeau. Je vais vous parler du matérialisme sémiotique. Aujourd'hui, je vais vous parler des limites verticales de l'édifice de la société, façade de l'édifice de la société, c'est-à-dire toutes les lignes verticales. Certains d'entre vous ont pu déjà placer les sous-catégories de noms communs comme représentamen, c'est-à-dire comme ce que produit un signifieur. Donc, la C'est ça, je vais y arriver. La première limite, c'est la gauche complètement du tableau. C'est le nom du sujet. Hein, le nom du sujet collectif ou individuel. Ensuite, la seconde ligne verticale, ce sont, comme j'ai dit, les sous-catégories de noms communs, c'est-à-dire les représentamen que euh, les types de représentamen en quadrilité, tous, n'est-ce pas? Ou sinon, oubliez ce que je viens de dire tout de suite à l'instant. Ce sont les représentamen que sont le terme, la notion, le concept, la catégorie. Ce sont tous des représentamen pour chaque niveau d'édifice de la société. Donc, on a ça de complété déjà. Ensuite, il y a le signifié, c'est-à-dire ce qui est contenu dans l'objet signifié, c'est ce que signifie le signifieur. Puis, l'objet dans lequel il signifie une part de son être au monde, lorsque c'est un objet, par exemple, bien, euh, ce qui signifie une part de son être au monde, c'est dans l'objet représenté par le représentamen. C'est ce que je voulais dire. C'est par l'objet représenté par le dans, c'est dans l'objet représenté par le représentamen. Donc le signifieur va produire un représentamen, un terme, pour identifier la chose. Puis pour identifier la chose afin de signifier ce qu'il a, donc ce qu'il est dans cette chose-là. Donc la troisième ligne verticale, c'est l'objet du signe, en fait, ce que j'ai appelé le représenté, pour faire, pour pas qu'on se mêle les pinceaux entre l'objet du signe et l'objet de propriété qui fait le centre de mon tableau d'analyse. Donc, il y a le nom du sujet, le représentamen, le représenté. Et enfin, il en reste deux. Il y a le signifiant qui va produire un interprétant, final ou non, puis qui va être soit le même ou soit un autre sujet. Euh, c'est ça, tant et aussi longtemps qu'on est avec un seul sujet, ben, on se reproduit, on reproduit les trois premières cases de la substructure, puis on recommence. On recommence jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voit l'individu en question, le sujet ou le groupe en question. Puis là, oups, ça y est, il y a une subtraction, on s'en va au second niveau, ou on est subjugué, on reste au second niveau. L'idée, c'est qu'il y a une subtraction pour, dans le fond, c'est la règle de. Quand on regarde les règles de la méthode architectonique, on le comprend bien. C'est que le quatrième, il est contingent, donc il peut très bien ne pas être là. Il arrive lorsque c'est l'interprétant final. Lorsque c'est l'interprétant final d'un niveau, bien là, il y a une, une traction, en fait, qui va régénérer le signifieur, c'est-à-dire le sujet, à un avatar plus élevé, c'est-à-dire à des niveaux d'entendement plus élevés, des niveaux d'abstraction plus élevés. Donc, c'est l'interprétant. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est les effets performatifs. Parce qu'il y a une théorie des actes de langage dans la théorie persienne dont je m'inspire beaucoup, dans la sémiotique persienne dont je m'inspire beaucoup. Puis, c'est ça, je vais vous décrire les classes, en fait, les formes ou les classes, je ne saurais dire. Forme, mode, type, classe. Hein. Ça, ce sont les classeurs. Certains d'entre vous ont pu les remarquer ici et là, mais oui, c'est ça, c'est forme apparente, mode d'action, type d'idée, classe de classe de personnes ou d'école de pensée, par exemple. Donc, les effets performatifs, ce ne sera pas très long. Oui. Les effets performatifs, il y a tout d'abord les effets locutoires, hein, le fait de parler, mettons. Je ne les ai pas décrits tout à fait les termes, les effets, les actes locutoires, je ne les ai pas définis. J'ai pas
donner les termes du procès, en fait. Mais j'ai les termes des procès des autres actes de parole. Par exemple, les effets performatifs illocutoires, qui sont les seconds effets performatifs, eh bien, il sera il faut rajouter un quatrième terme aussi, mais j'en ai trois au moins. Il sera interrogatif, impératif ou significatif. Donc, l'effet performatif locutoire, l'effet performatif illocutoire, interrogatif, impératif, significatif. Je devrais ajouter un quatrième terme, ce que je n'ai pas encore fait. Je vais le faire en temps et lieu, sous peu, ne vous en faites pas. Donc, l'effet performatif perlocutoire, lui, c'est juste pour vous dire, locutoire, c'est le fait de dire. Illocutoire, c'est qu'est-ce qu'on fait en disant. Alors que perlocutoire, c'est qu'est-ce qu'on fait faire en disant. Donc, il y a l'acte il y a le fait de dire, il y a ce qu'on dit ce qu'on fait quand on dit, puis il y a ce qu'on fait faire à autrui. Donc, c'est l'effet pratique produit chez autrui. Hein. On produit un effet chez autrui, puis c'est l'autre qui va réagir à sa façon, qui va. Donc là, il y aura réciprocité de l'action. J'agis sur toi de la même manière que tu agis sur moi, alors ce serait une réciprocité. Qui dit réciprocité ne dit pas équivalence ni symétrie. Attention, je dis réciprocité. Sinon, j'aurais dit symétrie et équivalence. Donc, enfin, c'est ça, les actes performatifs perlocutoires. Je vais juste regarder 6 minutes. Perlocutoire, nous avons l'effet poétique, l'effet stimulant et l'effet impressif. Ça me vient de Peirce, ça me vient de Bellucci. De Bellucci ou pas de Berlusconi. Berlusconi, en plus, c'est un chef d'État. C'est qu'est-ce que je fais là? C'est Bellucci. Je crois que c'est une personne italienne, mais je ne suis pas sûr. Puis elle a fait un texte sur les effets. C'est elle, dans le fond, c'est d'elle que c'est des travaux de cette personne-là sur Peirce que j'ai retenu ces effets performatifs-là. Et donc, effet performatif locutoire, illocutoire, perlocutoire. Et le quatrième terme, quel est-il? C'est l'habitude. Donc, l'habitude, j'en ai quatre, ça. J'en ai quatre. C'est l'habitude, elle est tout d'abord générale. Peut-être que je préférerais dire peut-être commun, mais ça va être correct pour général. Bon. Ensuite, c'est spécialisé. Ensuite, c'est systématique comme habitude. Et enfin, il y a l'habitus, qui est une habitude spécialisée. En fait, on pourrait dire général, particulier, systématique, spécialisé. Général, particulier, systématique, spécialisé, c'est-à-dire l'habitus. L'habitus qui est une habitude spécialisée. Pareil comme moi, mon habitus de tout quadricotomiser, ma quadricotomanie, hein, c'est une habitude spécialisée d'un sociologue qui essaye qui est un aspirant, hein, un aspirant sociologue, si tant est que l'on me le reconnaisse, malgré que je ne suis pas affilié et que je n'ai pas encore eu de critique par les pairs, car je n'ai pas encore fini d'écrire mes articles donc scientifiques sur ma théorie. Donc voilà, je vais terminer avec les 2 minutes qui restent pour dire que l'objet dynamique, c'est l'objet réel tel qu'il se meut, et c'est pas ce qui nous arrive à l'esprit comme second terme lorsque nous pensons à l'objet. C'est l'objet tel que nous n'y aurions pas vraiment accès. Parce que le signe d'un objet, donc le représentamen d'un objet, ne renvoie pas à l'objet dynamique, mais à l'objet immédiat dans la théorie de Peirce. Donc, c'est juste pour vous dire que l'objet dynamique, petite correction, c'est qualité, fait, loi. Et moi, j'ai ajouté la vertu. Hein? La vertu, puisque le signe en quadrilité, donc le signifieur, est un vertu-signe qui représente son objet, c'est-à-dire l'artefact comme l'ayant lui-même créé, ce au nom d'une morale. J'avais omis de dire ça, mais c'est au nom d'une morale. C'était dans les premiers temps que je commençais ma théorie, en fait. Je m'étais dit, si j'ajoute une quadrilité à mon niveau, ben, je vais ajouter aussi une quadrilité à la sémiotique de Peirce.
Donc, ça donne ça, qualité, fait, loi, artefact. Donc, les effets performatifs, Peirce, il distinguait pas, en fait, l'interprétant de ses effets performatifs. Moi, je le fais. Je distingue les interprétants et la pensée des effets performatifs. En fait, les interprétants, c'est-à-dire, euh, pour moi, c'est deux choses différentes parce que l'effet, dans le fond, peu importe quel interprétant tu as, c'est pas parce que tu as un interprétant en question que tu vas avoir tel ou tel effet performatif comme acte de langage. C'est pas. Dans le fond, tu peux avoir un même interprétant puis avoir deux réactions différentes, hein, n'est-ce pas? Donc, malgré qu'il y ait des tendances sociales qui dépassent les différences individuelles, bien entendu. Donc, le nom du sujet, première ligne verticale. La seconde ligne verticale, le représentamen. Les sous-catégories de noms communs hein, qui se rendent au haut de l'édifice de la société. Pardonnez-moi. Ensuite, il y a le représenté, hein, c'est-à-dire, c'est que le signifieur signifie dans l'objet représenté par le représentamen qu'il produit pour ce faire. T'sais. Bon. Et il y a l'interprétant qui est produit par le signifiant. Hein. L'interprétant final donne lieu au signifiant final. Le signifiant final est celui donc, quand on monte au second niveau, c'est toujours parce que le signifiant final, c'est le même sujet qu'au niveau substructurel, dans le fond. C'est le sujet qui il devient un signifiant final, le sujet, quand il rencontre un autre sujet. Puis là, c'est là que l'autre sujet va soit compléter le processus sémiotique par la suite, autrement ou pareillement. Mais ce qui est sûr, c'est que hmm, quand on monte au second niveau, qu'est-ce qui... Tant et aussi longtemps que le sujet y est seul, c'est lui le signifiant. Puis il va devenir final seulement quand il va se décider d'aller dans la société réelle. Mettons, OK, je sors de chez nous, je m'en vais prendre une marche. Donc, je m'en vais voir des gens. Hein, je vais être en relation avec les gens, je vais être acteur. Je ne vais pas juste marcher, je vais montrer que je sais comment bien marcher. T'sais. Donc, voilà. Euh, Puis, si on monte au second niveau, ben, c'est que le signifiant final, c'est un autre sujet. Hein? Puis ça peut être un autre sujet sans pour autant qu'il y ait des possessions. Là. Il n'y aura pas nécessairement des possessions. Il peut y avoir des possessions seulement euh, de vue. J'ai vu que tu avais ça en ta possession. T'sais. Mais j'ai rien fait d'autre. Mais si tu sais que j'ai vu ce que tu avais en ta possession, ben là, ton rapport à la chose va en tenir compte, du moins. Oui, c'est ça. Donc, et la dernière ligne verticale de l'édifice de la société, c'est les effets performatifs. Pourquoi? Parce que les effets performatifs, c'est exactement ce qui commence au second niveau. Tu sais, l'attraction, la subtraction, c'est une action sociale. Donc, si on agit dans la substructure, hein, mais on pose une action dès qu'on touche au quatrième parce qu'on monte au deuxième niveau, c'est-à-dire. Donc, voilà. Donc, c'est grâce à des effets performatifs. Euh, les effets performatifs sont l'équivalent ou sont synonymes, pourrait-on dire, de la signification. La signification, c'est l'action de signifier, alors que les effets performatifs sont les actes de parole. La signification, c'est plutôt une parole en acte. Alors, voilà tout. Donc, ce sont les limites verticales de l'édifice de la société. Je vais essayer de compléter mieux que ça les effets performatifs. Puis je vais vous parler aussi de l'interprétant, dans quoi ça consiste dans le cadre de la sémiotique de Peirce, plus précisément. Donc, désolé, c'était un petit peu décousu, puis c'est ça, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bon, alors bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. Le matérialisme sémiotique, Jonathan. Bonne journée.